va rentrer dans le vif du sujet et je rappelle qu'en studio, nous avons Auspice Gum, qui est coach en développement commercial, également directeur de l'école pratique des commerciaux. Bonsoir Auspice. Bonsoir Solange. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Bonsoir Mjoy. Bonsoir. Alors, c'est une joie de te recevoir encore cet après-midi pour parler de ce thème qu'on avait entamé le samedi dernier. Il s'agit bien sûr de l'entrepreneuriat au féminin. Alors, tout de suite, ma première question pour vous, Auspice. Quelle est la place aujourd'hui de la femme dans l'entrepreneuriat au Togo? Très bien. Alors, merci beaucoup Solange pour cette question. La femme, dans les fondamentaux, elle porte la vie et je pense que beaucoup je veux dire, de structures de l'État, sinon que l'État même a aussi réalisé cela. Bon, pas réalisé, c'est un peu comme s'il ne le savait pas, mais je veux dire, a pris en compte, voilà, ce fait-là dans les politiques, dans les stratégies, dans un certain nombre d'activités, de programmes vraiment liés à la femme. On peut citer des programmes dont l'un des principaux, le FNFI, qui est vraiment orienté aux femmes, qui quand même a brassé des milliards. Du gouvernement pour encourager les femmes dans la gestion, sinon dans le développement de leur activité. Tout à fait, et vraiment à la base. Donc, c'est quand même des témoins qui montrent à suffisance que les gouvernements sont vraiment conscientes de la place de la femme dans l'entrepreneuriat et des choses se font. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est le plus efficace, c'est le plus pertinent, c'est le plus optimal compte tenu d'un certain nombre de paramètres et de réalités qu'on va évoquer. C'est la vraie question à se poser. Alors, vous, dans votre structure, vous accompagnez beaucoup de femmes dans la création de leur entreprise, sinon dans la gestion efficace de leur projet entrepreneurial. Dites-nous aujourd'hui, avec toutes ces femmes que vous recevez, est-ce qu'on a un taux exact de nombre de femmes qui créent l'entreprise au Togo? Alors, à notre niveau, oui, nous recevons, j'ai envie de dire, autant de femmes que d'hommes en entrepreneuriat, pour plusieurs raisons. Parce que de plus en plus, les femmes ont compris la nécessité de se faire accompagner pour pouvoir justement prendre cette place-là qu'elles se réclament auprès des hommes. Et peut-être que sur l'occasion m'est donnée, je parlerai de quelques exemples, mais en tant que consultant, j'ai eu une merveilleuse histoire, un magnifique parcours avec pas mal de femmes qui avaient des histoires vraiment assez particulières pour lesquelles l'entrepreneuriat était la solution. Et on a eu à travailler avec elles. Oui, aujourd'hui, on peut dire rapidement en conclusion que les femmes vraiment sont aux avant-gardes. Elles créent des entreprises, elles les formalisent, elles vont vers les structures d'accompagnement. On a cette structure-là, Innovop, qui promeut également de manière particulière et puis exclusive l'entrepreneuriat de la femme. Il y a beaucoup d'autres organisations, associations, pour ne citer que celle-là. Donc, c'est pour dire que voilà, la place de la femme, elle est là. La femme, elle va vraiment, elle crée, elle structure, elle fait vraiment bien, ou elle est ambitionnée, d'accord, ou bien elle a envie de pouvoir vraiment bien faire. Alors, avant de continuer, moi, j'ai cette question un peu anodine. Alors, dans nos marchés aujourd'hui, la plupart de ceux qui s'y trouvent, c'est des femmes. N'est-ce pas une manière entrepreneuriale des femmes? Est-ce que les femmes qui sont dans le marché aujourd'hui ont déjà ce qu'on appelle l'entreprise aujourd'hui déjà au regard des... Je parlais de la formalisation, non, dans le secteur informel. Quand on parle de l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement la formalisation. Maintenant, on voit déjà nos femmes au marché. La plupart de ceux qui sont au marché, c'est les femmes. N'est-ce pas déjà leur entreprise? C'est quoi la différence? C'est pour dire, est-ce qu'elles réfléchissent en termes d'entreprise ou juste une activité qui génère des revenus et je peux manger, je peux gérer subvenir aux besoins de la famille. Parce que déjà dans le marché, il y en a des femmes là qui ont une boutique. C'est pas seulement c'est pas toutes ces femmes là qui ont juste des étalages. Il y a des boutiques qui sont gérées, il y a des employés et tout. N'est-ce pas? Elles sont déjà dans ce élan de l'entreprise. Cette question, c'est une question de taille qui est très intéressante même,
qui va nous amener à nous questionner sur les raisons de l'entrepreneuriat d'abord, à l'image de ce qui se fait aujourd'hui. Qu'on soit clair et qu'on le dise haut et fort et de manière ferme. Ce n'est pas les structures de l'État ou les programmes qui révèlent l'entrepreneuriat à nos mères. Elles ont toujours été entrepreneurs. Donc, elles sont entrepreneurs dans l'âme. Elles sont entrepreneurs dans l'âme. Quand vous prenez le Sahel, région islamique, vous réaliserez que ce sont les hommes qui vont beaucoup plus au marché, compte tenu d'un certain nombre d'éléments liés à la religion. Exactement, où les femmes sont plus gestion du foyer, le monsieur doit aller chercher et ramener à la maison. Exactement, dans une optique de protéger la femme, de la sauvegarder, de la garder dans son rôle de mère, d'épouse, et puis voilà, etc. Eux, ils sont fermes sur cette question-là. Même si on sait que de plus en plus, ces femmes-là, elles sont des nagos, elles sont des emballements, elles ont aussi des commerces de plus en plus. Mais chez eux, c'est comme ça. Mais ce n'est pas donc culturel. Bien sûr, c'est ce que je vais enfin dire, en opposition justement à nos contrées, nous autres. D'accord? Comme le Togo, où c'est beaucoup plus la femme qu'on verra dans le marché. Et c'est également culturel. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, comment comprendre l'approche de l'entrepreneur avec tout le boucan et la promotion qui se fait? C'est qu'à un moment, nos gouvernements ont compris que c'était une solution face à la crise de l'emploi. C'est à partir de ce moment que le grand boucan a commencé et ça a donné naissance à une révolution ou à une nouvelle ère. En réalité, ce n'est qu'une nouvelle ère que pour les étudiants en incapacité de réfléchir par eux-mêmes. Paresseux, si on peut le dire, parce que quand vous faites un diplôme comme une licence et que vous vous retrouvez en train de chercher de l'emploi vainement, quand même, on vous dit, ben, si tu ne sais pas, réveille-toi, va chercher un emploi. Mais en réalité, nos mères le faisaient déjà. Il aurait fallu que cet étudiant-là, quand il a fini sa licence, il puisse retourner auprès de sa mère, qui va à des mains pour structurer et optimiser. Il a les outils qu'il faut pour faire développer ce petit commerce, pour en faire une grande entreprise. Ce qui a manqué, c'est la transmission, l'organisation. C'est tout. Sinon, on a toujours été entrepreneur. Nos mamans ont toujours porté la famille avec le business. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, dans mon souvenir, je me rappelle pas que j'ai fait une maison où la femme ne vendait pas quelque chose. Ma maman, elle était coiffeuse, mais elle a vendu le charbon. Moi-même, j'ai vendu le charbon. Et j'ai mangé l'argent du charbon. J'ai vendu de la femme. C'est ça. Et tout ça, ce sont des business de nos mamans. Ma maman, elle a fait à Pan. Est-ce que vous voyez un peu? Ma maman, elle a fait plein de commerces. Donc, c'est pour dire que c'est ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ma maman, elle continue par faire ça? Non. Ma maman, elle a choisi de travailler dans une structure du gouvernement en tant que femme d'entretien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on a un grand problème fondamentalement de conception, d'appréhension et de bon positionnement. Parce que je me rappelle que quand elle faisait le commerce du charbon, on ne manquait de rien. Et même moi, personnellement, j'étais riche parce que le matin, elle ramenait quelque chose. Elle n'attend pas la fin du Vous voyez? mois. Mais après, donc on a un problème de fond. Donc, ce qui fait qu'à partir d'un moment, il y a eu une rupture. Parce qu'on nous a fait croire que le travail du blanc, le travail du salaire était le meilleur. Et beaucoup de femmes ont fait une transition qu'elles n'ont pas choisie, mais qui leur a été suggérée de manière subtile, mais qui a été une très mauvaise chose. Alors aujourd'hui, celles qui sont au marché, elles continuent par faire le travail, mais vous allez voir que très peu de leurs enfants prennent la relève ou les suivent dans ce qu'elles font. Une fois, je disais à un étudiant, je lui demandais, tu fais quoi au campus? Il dit, il fait sciences politiques. Je lui dis, mais c'est bien. Tes parents, ils font quoi? Il me dit, mon papa, c'est un artisan chevronné, il travaille le bois, c'est un menuisier. Je lui dis, montre-moi ce que tes papas fait. Parce que je sais où je voulais le coincer. Parce qu'il me dit qu'il va chercher du boulot. Mais je sais où je voulais l'amener. Il me fait voir le travail de son papa. Son papa a des employés, donc sinon des ouvriers. Et lui, il va faire sciences politiques pour après chercher du boulot. Et le business de son papa qui a permis de payer ses frais d'études de sciences politiques. Là-bas tout de suite, excuse-moi. Bien sûr. Cet enfant, par exemple, n'est peut-être pas allé vers la science politique par peut-être passion, par passion de la chose politique.
Ce sont ses ambitions. Je suis totalement d'accord. Le but de ce jeu n'est pas de dire qu'il faut éviter aux gens de vivre leur passion. Mais le but du jeu, c'est de ramener les gens à une conscience. Parce que, la preuve, beaucoup d'étudiants, d'abord, combien d'étudiants choisissent réellement les facultés aujourd'hui, de votre point de vue, par passion? Mais c'est parce qu'on est condamné. On n'a pas de choix. Voilà. Et ils demandent ça, quels sont des débouchés. Merci beaucoup. Et on finit dans les brefs délais. Et ça, on finit par aimer. Combien ne sont-ils pas versés sur le marché? Combien ne sont-ils pas ces diplômés chaque année produits par nos universités? Est-ce que vous comprenez? Qui ont déjà des talents. Aujourd'hui, je discutais encore en entretien avec des candidats. Le candidat, il te dit qu'il est en train de faire master après une licence. Il dit que bon, il était à la maison, il était fatigué de chercher du boulot. Et comme il a vu que l'université avait lancé, il est parti postuler et puis il est en train de faire ça en entendant, mais il est en train de chercher de quoi survivre. Donc l'instinct de survie, on l'a perdu depuis. Nos mamans l'avaient. Ce qu'il faut, c'est une transmission. Et la transmission, elle va aussi dans un creuset d'éducation où les parents ont la responsabilité d'orienter sur la base de leurs expériences personnelles. Ça a été difficile pour eux de trouver un emploi, de trouver un business. Alors quand on a les enfants, ils ont l'impression qu'ils vont leur soulager le parcours en leur disant d'aller à l'école sans savoir qu'il y a déjà plein de chômeurs. Ils le savent, mais je ne sais pas pourquoi ils ne continuent pas à faire cette erreur-là. Tu as une boutique, tu as un business, tu vends à des mains, à Pama, cette technicité, tu fais du bois, tu fais dans du pain, tu fais de l'artisanat, tu fais de la coiffure, mets ta fille dedans. Parce qu'aujourd'hui, regardez, sans faire de la publicité, on a par exemple Rolls-Royce, sans faire de la publicité, vous m'excuserez. Quand vous rentrez dans ce salon de coiffure, vous tombez des nues. Tellement c'est organisé, structuré, c'est beau. Ça veut dire que de l'artisanat, de coiffeuse qu'on a, d'une petite entreprise, un projet entrepreneurial, de coiffeuse de rue ou de tresseuse, on peut arriver là-bas. Donc, le but n'est pas de changer radicalement, mais c'est d'arriver à transmettre et à créer un système pour que les gens puissent évoluer dans ce qu'ils font, de sorte à pouvoir arriver à des castres, à des organisations fortes, à des entreprises familiales. Et c'est ça. Si on arrive à ce niveau... Alors, ce qu'on remarque aujourd'hui, le problème, c'est la transmission. La transmission, c'est les parents aujourd'hui. Vous allez voir une dame qui a une boutique de à la de la rue. Elle est à l'aise par rapport à ses activités. Elle finance l'éducation de ses enfants. C'est cet homme-là ou cette dame-là qui va exiger à ses enfants de ne pas emprunter la même voie. Moi, je suis allée là-bas peut-être par nécessité. J'étais dans le besoin. Il fallait faire quelque chose et subvenir aux besoins de la famille. Et donc, j'ai dû aller commencer par faire de petits commerces. Pour parler des Nana Benz, ce sont des femmes que nous avons légendaires, que nous avons des femmes commerçantes de textiles que nous avions connues et qui font la fierté de notre pays. Qui ont fait la fierté parce qu'aujourd'hui, bon, parce que parfois, quand tu vas à l'extérieur, quand on veut citer le Togo, on parle du pays des Nana Benz. C'est devenu un patrimoine finalement. Exactement. Et le regret aujourd'hui est qu'on n'a plus de ces Nana Benz qui font encore. Voilà. Donc, c'est le problème de la transmission. Hospice, vous qui accompagnez beaucoup de dames aujourd'hui, est-ce que vous mettez dans leur tête cet aspect de transmission générationnelle du savoir? Alors, Solange, pour renseigner ce que tu as dit, c'est ces dames-là qui, à un certain moment, ont honoré le nom du Togo, qui vont conseiller à leurs enfants de ne pas prendre leur voie, d'aller dans les universités, peut-être en Europe, aux États-Unis. Aux États-Unis et tout. Est-ce que ces enfants sont-ils victimes de l'ignorance à un moment de leur part? Comme on le dit, et tout business est à la hauteur de la psychologie de son dirigeant. Donc, tout enfant, merci, de la vision. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tout enfant également, quelquefois, est la somme des conneries ou des connaissances de sa famille, de ses parents, qui ont la responsabilité de son éducation et de sa croissance professionnelle, de son insertion dans la vie, etc. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan économique, social, sur le plan de l'éducation, la famille a une grande responsabilité. Et donc, si cette famille-là, elle n'a pas suffisamment fait ses exercices de maison, si dans cette famille-là, il n'y a pas de guide, il n'y a pas d'orientateur, et il faut le dire avec beaucoup d'humilité, l'Afrique, depuis, a perdu vraiment les guides. Et quand je parle des guides, je parle des guides spirituels et religieux, par le touchement de la colonisation qui nous a fait rompre pas mal de liens.
Sinon, avant, on savait faire de la transmission. Le soir, la nuit tombée, sous l'arbre à palabre, qu'est-ce qu'on faisait réellement? Quand on faisait les chants, les danses, qu'est-ce qu'on faisait? Les contes. Mais c'était de l'éducation, de la transmission. Aujourd'hui, difficilement une maman s'assoit avec sa fille pour parler. La question que tu te poses, c'est que est-ce que cette maman, elle a eu ce même creuset de discussion, de s'asseoir avec sa maman? Ça n'a pas été fait. Donc, nos parents ne seraient pas nos modèles. Ça, il faut d'abord, merci beaucoup. Il faut le doiter. Nos parents ne sont pas forcément des modèles pour nous, les enfants. Maintenant, si nos parents même n'étaient pas conscients de ça, qu'ils ont fait des erreurs qu'ils sont en train de perpétuer, maintenant, nous, enfants, dans ce monde moderne, où on a vraiment un choc de titan entre culture et culture, qu'est-ce que nous pouvons devenir? C'est le résultat qui est là. La déperdition, les valeurs qui sont perdues, le manque de transmission. Donc, ces femmes-là, aujourd'hui, il faut qu'on s'acharne sur elles de sorte à rééduquer la femme qui porte l'éducation. C'est abusé de dire tout de suite que c'est la femme qui doit éduquer. Attention à ne pas confier l'éducation à une femme ignorante. Attention à ne pas confier l'éducation de la nation à une femme dont on n'est pas sûr des valeurs. Donc, c'est la première chose à faire. Il faut qu'on se reconnecte aux valeurs africaines. Il faut qu'on se réapproprie un certain nombre de politiques, de stratégies, de croyances pour retrouver comment les gens le faisaient avant et ça marchait. Vous voyez? Donc, ce savoir-là, c'est d'abord celui-là qu'il faut transmettre à la femme. Qui va le faire? C'est aussi l'autre question. Donc, il faut des éclaireurs, des éclairés qui vont penser cette stratégie-là de l'éducation et puis ramener la femme à un certain nombre d'éducations. Moi, je dis aujourd'hui que si tu veux être parent, femme ou homme, j'estime que tu as besoin de passer par une formation pour apprendre comment on peut être un bon papa, comment on peut être une bonne maman. Il n'y a qu'à regarder un peu la suite des relations dans les familles, l'éducation des enfants. Et vous comprenez que ce que je dis, c'est pertinent. Donc, c'est d'abord la première chose. Formons cette femme-là d'abord. Pour qu'elle arrête de penser que l'argent est un démon, qu'elle arrête de penser que si tu n'es pas allé à l'école, ce n'est pas un succès dans la vie, parce que le succès dans la vie se mesure à l'argent. Et nos Nana Benz avaient de l'argent. 1940, elles ont découvert le commerce du pain. Elles prenaient au Ghana voisin, qui avait déjà compris le système, mais elles ont battu les Ghanéens parce qu'en 1960, 20 ans après, elles étaient incontournables. Parce que comme il y avait des intermédiaires qui rentraient dans le système, elles se sont dit que non, nous on veut gagner de l'argent. Voilà les stratégies commerciales. Voilà l'intelligence en business. C'est une valeur qu'il fallait transmettre à la génération. Et aujourd'hui, les parents, les enfants de ces Nana Benz sont peut-être restés à l'extérieur, sont médecins en France, de grands avocats à l'extérieur. Et le commerce du textile est resté dans les mains peut-être de ces boniches qui aidaient leur maman. Ou soit ce sont les Chinois qui ont pris en otage aujourd'hui le marché du textile chez nous au Togo. C'est ce qui arrive quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu ne sais d'où tu viens, quand tu ne sais où tu vas. Pourquoi je le dis? Dans les formations en entrepreneuriat, vous allez voir que les médecins ont compris que le salariat n'est pas la grande porte. Ils sont en train, après leur diplôme, après leur doctorat, en train d'aller vers la création de cliniques, vers l'entrepreneuriat, vers des systèmes de business. Vous voyez que finalement, les Nana Benz ont formé, ou bien ont envoyé leurs enfants faire des études, d'accord? Ils ont perdu beaucoup de valeur. Ces personnes-là, les plus conscientes, commencent par comprendre que non, il faut retourner à l'entrepreneuriat. Il y avait une richesse abandonnée. Parce que le seul creuset dans lequel vous pouvez faire vraiment de l'argent, vraiment à des dimensions exponentielles, c'est l'entrepreneuriat. Ils sont en train de revenir. Mais ils vont revenir en tant que qui? Pas dans la richesse des Nana Benz. Parce qu'il y a eu déjà de la déperdition. Il y a eu, comme vous l'avez dit, la spoliation de ce savoir-là. Il y a eu des détournements du savoir-faire. Il y a eu des substitutions par les Chinois, comme on l'a dit, qui ne s'amusent pas. Qui ne s'amusent pas. Qui ne blaguent pas et qui savent évoluer toujours en groupe, saisir des opportunités en réseau. Et nous, c'est ça, on a perdu. Vous savez, quand tu veux être fort, crée une famille, crée une congrégation, crée un réseau. Toi seul, ta voix ne portera pas. Même si tu as les meilleures idées, un président ne fera pas un pays. On le verra, il n'est que le leader. Il porte la voix de tous les ministres, il porte la voix de tous les administrés. Voilà comment on est fort. Donc, à un moment, est-ce que les Nana Benz avaient une organisation? Est-ce qu'elles se sont diversifiées sur d'autres projets? Tout à l'heure, dans la préparation de l'émission, Amjoy en parlait, je pense qu'on va y revenir. Mais est-ce qu'elles ont organisé d'autres choses à part ce savoir-là? Et voilà,
on a été victime de l'occidentalisation accélérée. Parce que, comme on ne savait pas qui on était, on a très vite épousé la chose du blanc. Et c'est ça l'Africain. L'Africain est trop modeste, il est trop hospitalier. On est ça, on est trop permissif. Et du coup, on a tout abandonné. Et maintenant, là, on revient. Mais c'est trop tard, des gens, ils ont déjà pris les positions. Qui part à la chasse, perd sa place. Alors, moi j'ai envie de savoir, aujourd'hui, dans les écoles, que ce soit en Occident ou aux États-Unis, il y a des écoles qui forment exclusivement pour le commerce, les stratégies en communication et puis le marketing. Mais même après avoir été diplômé, on revient sur le terrain, on met en pratique tous ces systèmes-là, ça ne marche pas. Par contre, celles ou ceux-là, à l'époque, qui n'avaient même pas fait d'université, n'avaient pas de stratégie, et ont percé. Qu'est-ce qui justifie ça? Ce qui justifie ça, c'est que l'action, l'activité, d'accord, l'exercice, la pratique dépasse toutes les conceptions possibles. Ceux qui ont écrit les théories ont été de meilleurs praticiens. C'est de la pratique, c'est de l'observation, c'est des analyses, c'est des faits vécus que des gens ont pu écrire des parcours théoriques. Maintenant, quand toi tu viens t'inspirer de leur parcours théorique, assure-toi d'avoir aussi la capacité d'appliquer pour faire ta version en t'inspirant. Aujourd'hui, il faut s'inspirer des théories et non les copier. Donc, vous voyez un peu, quand on prend le cas de ma maman qui était artisan, coiffeuse, et à un moment, elle trouve l'opportunité parce qu'on avait une grand-mère qui avait été ministre de l'Action sociale. Donc, c'était une opportunité. Et vous voyez, il n'y a pas d'ambition. Femme de ménage, parce qu'elle n'a pas de diplôme, mais il fallait qu'elle fasse quelque chose. Elle sort, elle s'habille, elle va, et puis en société, on pense qu'on a réussi. C'est l'une des choses pour lesquelles on a perdu aussi beaucoup de valeur dans la transmission du savoir en Afrique, parce que quand on a commencé par décoloniser, par faire les indépendances, les premiers qui revenaient, qui comprenaient la langue du blanc, étaient comme la norme désormais. Voilà. D'accord? Donc désormais, on se... Il fallait les ressembler, des modèles en fait. Il fallait les ressembler, il fallait faire comme eux. On n'a rien fait pour sauver le modèle africain. On les a pris pour le modèle. Donc, le blanc, il va à l'école, il faut aller à l'école. Le blanc, il fait dans un diplôme, il faut aller faire un diplôme. Il s'habille en costard, il faut s'habiller il s'habille en costard. Et moi, aujourd'hui encore, je suis en costard dans cette émission. Bon, c'est pas mal. C'est vrai que par les autres émissions, j'étais, pas à la dernière fois, j'étais aussi. Mais pour le souligner et le dire, et dire qu'il y a un problème de fond. Ça a commencé là-bas. Donc, aujourd'hui, pour un Africain, il veut être vu par rapport au blanc. En tant qu'Africain, dans nos différentes entreprises, il n'y a pas une pérennité. Le premier gage de pérennité, c'est déjà qu'on arrête d'être idiot. Quand on est passé par un parcours, je reprends, le seul gage, ou bien le premier gage de pérennité, c'est d'arrêter d'être idiot. Je vais m'expliquer. Idiot, ça veut dire quoi? Tu passes par un parcours, tu maîtrises, tu connais, tu veux garder pour toi seul. C'est de l'idiotie. C'est une aberration. On partage le savoir. C'est le propre de l'Africain. Je veux être seul. Et cette division-là a été créée depuis la décolonisation. Quand celui qui comprend un peu la langue du blanc veut être le seul à rester avec lui. Soit une référence, en fait. Une référence. Tout le monde passe par lui. C'est son arme, en fait. C'est son arme. Et donc, lui va revenir exploiter. C'est pourquoi on dit qu'il y a eu le néocolonialisme. Le blanc était parti, mais on l'a retrouvé dans la peau du noir, qui se comportait exactement comme lui. C'est ce que Franck Fanon dit. C'est ce que Franck Fanon a dit. L'homme noir au masque blanc. Voilà. Et on en voit aujourd'hui beaucoup. Ils sont tellement nombreux. C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Et la deuxième raison, c'est que la culture africaine est restée toujours orale. On l'a vantée. Mais le blanc nous l'a fait vanter parce qu'il sait que dans 5 ans, tu vas oublier cela. C'est tout. Parce que pourquoi lui, il ne fait pas la tradition orale? Pourquoi il vient vanter les griots? Il fallait écrire. Et aujourd'hui, c'est le blanc qui raconte notre histoire. Quand l'histoire est racontée par le chasseur, pourquoi vous voulez que l'animal... Les animaux ont toujours tort. Ils ont toujours tort. C'est clair. Donc c'est ça. Donc les rares histoires qu'on a se retrouvent dans les musées des Blancs. Soit tout ce qu'on avait comme papyrus, tablettes, ils ont tout récupéré. Soit ils ont détruit. Après, ils ont phagocyté. Après, ils ont phagocyté. Ils ont réécrit une nouvelle histoire et ils nous ont dit que nous, on était bons pour parler, on était des griots, c'est doux, c'est mignon, on chante, on danse, restez dedans. Donc on n'a pas laissé de traces. Aujourd'hui, combien écrivent réellement en Afrique? Maintenant, l'autre dimension des gens qui s'intéressent à la culture africaine pour lire réellement, pour comprendre les stratégies, le parcours des autres.
Aujourd'hui, s'il faut trouver un truc de Kankamoussa, je ne sais même pas par où je vais passer. Les bibliothèques africaines ou bien Vous qui... allez même dans des écoles, des œuvres africaines, ça n'existe Ça n'existe pas. Je pense que la dernière fois, moi, je suis Kémy Séba, Oui. il faisait allusion à une bibliothèque en Égypte. Et c'est très compliqué d'y accéder. C'est très compliqué. Là, ça retrace un peu, et ça retrace encore l'histoire des souverains africains, mais c'est compliqué. Alors, Hospice, il y a un côté aussi, un aspect de la chose qu'on n'a pas encore touché du doigt, c'est l'industrialisation. Le constat est que les femmes sont très absentes dans le secteur industriel. Et pourquoi? Ah ben, c'est à l'image de l'économie. Hein. Le manque de l'audace. Non, non, les femmes, elles sont très audacieuses. Vous savez, quand vous prenez une femme africaine qui porte son enfant au dos pour aller cultiver, c'est que ce n'est pas l'audace qui lui manque. Alors, quel est le problème? Le problème, en fait, c'est un défaut de stratégie politique, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous êtes dans un environnement, regardez un peu, on dit souvent que quand tu es avec 5 riches, le 6e riche, c'est toi. Quand tu es avec 5 paresseux, le 6e paresseux, c'est bien toi. Donc, on est dans un environnement où on n'a pas suffisamment de modèles pour les tirer. Sinon, si c'est le savoir-faire traditionnel, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens font beaucoup d'entrepreneuriat. Et beaucoup de filles, quand elles font l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent les recettes de grand-mère. Mais ces recettes-là sont toujours restées recettes. Elles ne sont jamais passées à l'étape d'industrialisation. Les jus, on a toujours su faire les jus. Parce que nous, on a toujours vécu en Afrique de la cueillette, etc. Donc, on a vraiment le savoir ancestral. Mais seulement qu'en aucun moment, personne n'a pris cela pour industrialiser. Les vaches, où on traite le lait, etc. Mais il faut à un moment passer à l'industrie. Le lait pic, ce n'est pas inventé. C'est du lait de vache qui a subi des transformations. Avant que ça ne passe dans la boîte, c'est qu'il y a eu un travail, il y a eu une idée, il y a eu du financement, il y a eu des accompagnements, il y a eu d'abord une stratégie, une volonté des pays. Quand vous prenez la Chine, qui à un moment a voulu faire le développement économique, quand vous prenez l'Inde, mais à un moment, votre gouvernement se joue un dictateur parce qu'ils ont un objectif financier à atteindre. Ils veulent amener la population à un... Il y a une projection. Il y a une projection. Il faut tailler les gens. Il faut tailler les gens comme il le dit, en ce sens-là. Donc, c'est ce qui manque. La femme n'a pas un manque d'audace. Mais quand vous vivez dans un environnement où, malgré les connaissances, personne ne se démarque, c'est difficile il n'y a pas un problème de vision. Par exemple, moi, je reviens toujours au par rapport à tout ce qu'ils ont ramassé comme fortune dans la commercialisation des pagnes à l'époque. Elles pouvaient, je pense, faire avoir leur facilement avoir de fabrication de... Je pense en temps, il y en avait eu à Dacha. Dacha qui a la été gestion a été très fermée compliquée. depuis aujourd'hui. Normalement, Dacha doit être une des références. Normalement, parce qu'en temps, c'est les Hollandais qui les commandent. C'est vrai qu'on utilisait les pagnes, mais en termes d'économie, c'est les Hollandais qui ramassaient l'argent. Je vais vous dire là où le bluff se trouve. Quand on dit qu'on crée des fonds pour faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin et qu'on sait que le pagne, c'est africain et qu'une usine de fabrication de pagne, chose féminine, soit fermée depuis, on se pose des questions réelles sur l'intention de développer l'entrepreneuriat. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui démarque toutes ces marchandises importées? La question commence là. Une grande question. Récemment, lorsqu'il y a eu, avec la guerre en Ukraine, la flambée des prix, les gouvernants ont expliqué que les prix ont flambé à cause de la difficulté de rattacher ou de rallier les chaînes d'approvisionnement. Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées, du coup, ça se ressent sur le prix. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a la flambée du prix du pain, parce que l'Ukraine, je pense, est le premier et la Russie, premier producteur du blé, et d'autres alternatives, on n'en a pas. En temps, on parlait de blé de manioc pour pouvoir combler ce vide-là. Je ne sais pas si Hospice sur la toile a vu ce Togolais qui a posté un message assez poignant, qui, depuis, je pense, il a dit ça fait de cela 7 ou 8 ans, qu'il a fait l'initiative de faire du pain avec le manioc et qu'il a demandé du financement, il a fait des démarches, des parties, voire des ministres, il a été rejeté. Apparemment, il n'est même plus au Togo, il est parti. Et aujourd'hui, on est en rupture. Le besoin s'impose aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Maintenant, je te coupe pas. Je ne sais pas, Hospice, j'oublie le nom de ce jeune-là. J'ai su, il y a Ferdinand, 2 journalistes qui ont publié, ont relayé en fait l'information. Il s'appelle Daniel
Voilà. à Glévon. Son Il n'est pas le seul entreprise, dans ce c'est cas. On a Glory vu le, Breads. Voilà. Cette on a vu histoire le cas, par exemple, de Fufu Mix, de Foufou et Mix. ça n'a jamais décollé. C'est les Chinois Et qui ont aujourd'hui, les Chinois monopolisé le ont marché. copié et ont mis sur le Le marché. marché à bas prix et tout le monde Voilà. en Hmm. achète pour... Donc, est-ce que vous voyez réellement que c'est une question de volonté? Parce que moi, je dis, Parce que je oui, ne bien trouve sûr, pas, vas-y. mais est-ce un problème de volonté ou un problème de démarche aussi? Ce jeune-là, quand il va approcher les responsables, comment est-ce qu'il propose? Comment est-ce qu'il vend Est-ce son qu'on lui produit? donne le bénéfice du doute? Non, Est-ce comment est-ce qu'on qu'il arrive vend? à Premièrement, la... comment est-ce qu'il vend? Est-ce qu'il va demander de l'argent, demander du financement ou il propose du business? Il faut qu'on change aussi de mentalité vis-à-vis de ça. Vous savez comment un gouvernement peut tuer son peuple? Le gouvernement va vous dire que, en fait, vous voyez, nos États sont forts par le pouvoir. L'État n'a pas l'argent comme il le dit, mais l'État peut ordonner, peut condamner, peut arrêter. C'est ça le pouvoir de l'État. D'accord? Et moi, je rêve de devenir un président de la République parce que quand j'ai fait l'analyse, c'est la seule condition pour pouvoir changer la situation de l'entrepreneuriat. C'est d'abord dans la vision. Ce n'est pas dans les efforts, parce que les gens, ils font des efforts. Regardez un peu, quand on a commencé la période de Covid, il n'y avait pas de masque. Certains pays, on les a vus. Des présidents ont donné des consignes fermes. Installez-moi une industrie, on produit les masques pour protéger ma population. Le cas au Ghana, par exemple. Bon, au Rwanda, ça a marché. Quand on arrive dans le pain et qu'il y avait un savoir-faire déjà sur le manioc, mais vous pensez que nos gouvernants ne savent pas qu'il y a des solutions? Mais ça coûte quoi à un président de dire, écoutez, moi-même ma fortune, je prends 1 milliard, installez-moi une industrie. Ma population ne doit pas acheter le pain à plus de 100 francs. Un minimum même, on va saisir l'opportunité pour cultiver le manioc. On installe l'industrie, dans un an, on produit notre manioc, on produit notre pain et on va le vendre à 50 francs. C'est comme ça on s'industrialise. Ça fait une industrie en plus. Quelqu'un est dans le jus. Si on te donne 500 000 francs, tu maîtrises déjà la production des jus. Le conditionnement, ça dit que ce n'est pas caché ce savoir-faire là partout. Le jus, c'est quoi? C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut? C'est l'industrialisation. Pour industrialiser, il faut quoi? Il faut de l'argent. Donc, à un moment, qu'on arrête de tromper les jeunes, qu'on arrête de nous fatiguer inutilement avec la banque parce qu'on sait que tu vas perdre du temps là-bas, on ne te donnera pas l'argent. On sait ça. On va te fatiguer, on va te perdre du temps. Sinon, un ministre, un maire, un président de la République, une autorité dira, je veux mettre cette industrie. Moi, je me dis, c'est simple. Je serai président, je dirais que j'ai 5 ans. Chaque année, une industrie dans chaque ville. Point. Je dis une industrie. 5 industries. Je dis encore, pendant les mêmes 5 ans, une industrie dans chaque pays à valeur de 1-2 milliards au moins pour faire de la transformation. Mais regardez, les jeunes, ils font des farines, ils emballent toujours dans des trucs bizarres, ils achètent à l'unité, ça revient cher, c'est pas compétitif. Mais vous pensez qu'ils ne le savent pas? Quand on dit qu'on crée une structure pour faire du financement de l'entrepreneuriat, tu penses qu'ils ne savent pas? Quand on te dit qu'ils ont des milliards réunis pour cela, et quand on te dit qu'un entrepreneur ne peut même pas avoir 10 millions, et qu'on lui fasse confiance 100 millions, 500 millions, quand il regarde ailleurs, les industries, ça se crée à combien d'argent? Alors, n'est-ce pas pour pallier à ce manque-là que le gouvernement a lancé l'initiative PIA, qui est en construction, qui est presque terminée, qui est cette plateforme industrielle d'additifs? On n'en avait pas besoin, c'est mon avis, et ça n'engage que moi. Et pourquoi? On n'en avait pas besoin. Quand on laisse M. Agblévon, qui a investi de ses propres ressources 200 millions de francs CFA pour travailler sur le pain, proposer au plan national de vulgariser sans paiement son savoir-faire pour que les producteurs de pain, le pain qui est un aliment basique, même à Lomé, qui fait vivre les femmes dont on est en train de parler, et qu'on dise que non, PIA, c'est de l'intérêt. Quel est le profit de PIA réellement? Il n'y a pas quelques emplois, et c'est ça qu'on utilise toujours pour nous voiler le visage. On a des ingénieurs qui veulent du... Les bailleurs, ce sont des Émiratis. Et puis, on a eu un problème. Quand on... Vous voyez, c'est toujours biaisé, quoi. Ça dit qu'à un moment, on vit du maïs. Et puis, à un moment, on dit, bon, on va faire la promotion du soja pour l'intérêt de certaines personnes. Ce n'est même pas que c'est pour un objectif final du Togo. Mais ici, on meurt de faim aussi. Après, on commence par promouvoir le soja. Le maïs commence par flamber. Voilà. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de vision globale. On va corrompre, excusez-moi, on va corrompre, forcer les femmes à produire que du
du soja et l'exporter. C'est ça. Donc ça aussi, c'est du coton. Ça fait chaud. Vous voyez, voilà, quand on parlait de Dacia tout à l'heure, j'avais cette idée-là. On produit du coton, on l'exporte, mais on n'a pas parlé de l'ouvrier Dacia. Ça coûte combien de millions de faire le pagne? On fait déjà les locaux ici. Une industrie installée à 500 millions, 1 milliard. On a industrialisé la production du loco. Maintenant, on l'a laissé. Les Chinois, ils ont commencé par le faire. Alors, en résumé, tout ce que tu viens de dire, les femmes dans l'entrepreneuriat ont beaucoup de défis à relever. Aïe, 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 aïe. relever. Les défis sont énormes. Les défis, c'est d'abord que, tu sais, tu as beau faire des efforts, mais quand tu es dans un environnement qui n'est pas, qui a dit que tu vas te limiter à tes efforts, ça va se limiter à ça. Ça veut quoi aujourd'hui, quand je regarde un certain nombre d'entrepreneurs, je dis, écoutez les gars, oubliez l'État, cherchons l'argent. Quand on sera riche, on pourra créer nos banques, on pourra se financer nous-mêmes. Et moi, je dis, quand on a un entrepreneur, on ne lui fait pas un prêt et lui demande de payer chaque mois. On lui donne des cycles de 6 mois, 6 mois. Parce que quand on a l'entrepreneur qu'on a, aujourd'hui, le monde est global, on peut s'exporter. C'est vrai qu'on sait que le marché du Togo, il est petit. C'est vrai qu'à l'industrialisation, c'est 2 poids 2 mesures. Mais écoutez, ce qu'on consomme ici comme lait, c'est produit ailleurs. C'est produit ailleurs. Donc, c'est une question de politique. Et la dernière fois, j'ai lu, mon téléphone est en train d'enregistrer, j'ai vu une image où on avait comparé qu'en Afrique sahélienne ou quelque part dans la zone, on avait plus de têtes de bœufs et donc plus de capacité de produire du lait que les pays d'où on produit le lait et on nous amène ça ici. Qu'est-ce qui fait la différence quand vous avez plus de têtes de bœufs, mais que vous n'avez pas industrialisé? C'est normal que c'est dans la brousse. Mais l'autre, il fait des serres, il fait des enclos, il met tout, il optimise, il nourrit bien et il tire toute la ressource. Donc, en conclusion, on a des ressources, mais qu'on n'exploite pas par décision volontaire de tuer les talents, de les inhiber. Inhiber, ça veut dire que c'est de les rendre inactifs pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Alors, Hospice, nous allons donc parler, aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Elles sont confrontées à beaucoup de problèmes. C'est surtout la connexion qui n'est pas fluide et surtout le coût est énorme chez nous. Alors, comment est-ce que ces femmes-là, elles arrivent à s'en sortir, étant donné que vous accompagnez également et certaines qui sont dans ce domaine, comment est-ce qu'elles arrivent à s'en sortir et arriver à tailler une place sous le soleil aujourd'hui? Bon, par contre, sur ce point, je voudrais dire que nous tous on subi le défaut de connexion, mais certains réussissent. D'accord? Par contre, sur ce point, je ne vais pas mettre de l'eau sur quelqu'un parce que je me dis qu'un entrepreneur qui veut se lancer sur le digital ne doit pas le faire de manière fébrile. Il doit maîtriser les codes. Et vous savez, les réseaux sociaux, le danger, c'est que nous tous, on a l'habitude d'utiliser Internet, on a l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux et ça nous donne l'illusion qu'on peut faire du business avec. Mais non, c'est carrément un métier. Et aujourd'hui, vous allez voir des femmes qui sont coachs, qui apprennent à faire du business en ligne à partir de 100 000, 200 000, qui apprennent à faire de la publicité, un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. Il faut justement que les femmes, d'abord, première étape, se fassent former. D'accord? C'est vrai que quand tu es une femme sur Internet, comme de toutes les façons, même comme dans la société, on va te draguer, il va y avoir des déviations, etc. Mais bon, il faut faire avec. Je pense que le défaut de connexion, quand j'ai regardé, le Togo quand même a une très bonne connexion. J'ai fait un peu certains pays. Bon, je pense que ça va. Après, par rapport au coût, bon, on continue par faire des challenges. Mais je ne sais pas sur quelle base bon, ils fixent ces tarifs. Mais... On envoie par exemple un message de recharger peut être 1 giga, 300 et après on me donne 3. Oui. Là, c'est encore mieux. Hier, ils ont lancé 2 heures de connexion, 2 gigas pour 2 heures. Oui, en fait, bon, moi je suis commercial et je le comprends. C'est que leur intention, voilà, quand on fait cette promotion, l'intention n'est pas de te faire profiter, mais c'est de t'allécher pour que tu mettes ton argent dedans. Tu vois, après, est-ce que tu vas utiliser 2 gigas? Eux, ils s'en foutent. Alors, ces femmes que vous accompagnez, est-ce que vous les amenez à privilégier le digital aujourd'hui? Privilégier, non, mais composer avec, oui. C'est-à-dire que chaque chose vaut son pesant d'or. Parce que si dans les stratégies commerciales, on demande à quelqu'un de se concentrer exclusivement sur le digital, c'est sans compter le fait qu'au Togo, je vous donne des statistiques simples. On est 8 millions d'habitants, d'accord? Quand vous faites les statistiques sur Facebook, vous allez vous rendre compte qu'on a une pénétration de entre 600 et 800 000 personnes au Togo totalement sur Facebook. Ouais. Donc, vous voyez que c'est maigre. Donc, une femme qui veut faire du business et puis qui fait l'illusion de penser qu'elle va se développer sur le digital, oui, c'est bon.
Le digital, si vous voulez vous déployer sur d'autres pays, parce qu'avec les publicités Facebook, vous pouvez sponsoriser depuis Lomé, toucher des pays donc de la sous-région. La dernière fois, j'avais donné cette stratégie pendant une masterclass et une de mes participantes a publié ses produits cosmétiques. Elle a sponsorisé parce que je leur avais dit de mettre le même budget au Togo, de faire une deuxième publicité, de mettre le même budget pour les pays de la sous-région. Elle m'a dit qu'elle a eu plus de résultats dans la sous-région que sur le... parce que c'est le taux de pénétration. Donc, il faut comprendre ça pour comprendre qu'il ne faut pas cibler que le Togo. Il faut aller. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit quand tu as un produit, il faut taper donc, plus loin. Donc, c'est un peu ça, les stratégies qu'il faut quand même prendre en compte quand on veut faire le digital. Donc, c'est et le terrain, d'accord, et le digital qu'il faut toujours composer, quoi. Alors, en tant que coach, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer le système entrepreneurial féminin ici au Togo? Ben, écoutez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si c'est la volonté, si c'est l'efficacité, si c'est le courage, les Togolais ont déjà le courage. Parce que quand on voit tout ce qu'on souffre aujourd'hui dans ce pays, comme on va dire dans tous les pays, oui, mais bon, chacun parle de chez lui, hein. Chacun tire le dard de son côté. Et quand on voit déjà la résilience des jeunes Togolais, les entrepreneurs, ce qu'ils font, malgré les difficultés, voilà. Regardez des gars qui font de la tomate. Ça coûte quoi de dire, écoute, on te met 500 000 francs, 500 millions, 1 milliard pour industrialiser cela. Mais on a déjà les ressources, on produit la tomate ici. Tu vois, mais on va te laisser souffrir parce que, bon, nous, on a déjà un système qui importe déjà des ganouvis. Donc, ça ne nous arrange pas que ta tomate prospère. Donc, on te laisse souffrir, tu vas à 2-3 personnes, bon, tu tires ton argent, ça va, mais tu n'auras aucune grande... Donc, aujourd'hui, les femmes, c'est l'argent. Je suis désolé de conclure comme ça. Pour moi, c'est l'argent. L'accompagnement, ça viendra. La force, le courage, tout le monde veut l'argent. Donc, on l'a, quoi, on l'a. Ce qu'il faut, je pense, c'est... Parce qu'il y a déjà trop d'initiatives, il y a déjà beaucoup d'idées. Écoute, il y en a. D'expérience. Des success stories. Oui, c'est pour perdre du temps. Solange. On peut partager l'expérience. Maintenant, s'il n'y a pas de moyens pour financer. C'est comme la motivation. Comme on dit, si tu es un gars, tu cherches chaque matin, tu suis les motivations sans jamais passer à l'acte. Mais vous dites, tu ne vas jamais changer. Qu'on peut entreprendre à 0 francs. Oui, nous le disons et je vais m'expliquer si vous me donnez le temps. Donc, écoutez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, si tu suis les motivations chaque jour, tu penses gagner de l'argent ou changer ta vie, tu ne vas jamais. Il faut passer à l'acte. De la même manière, tu peux suivre des modèles, écouter des gens. Mais si après, tu retournes chez toi et tu as besoin d'argent et que tu ne trouves pas pour industrialiser, et puis arrêtons de faire des projets avec, voilà, 200, 300, 1000 francs, 1 million. Aujourd'hui, il faut avoir une incidence sur l'économie parce qu'on a déjà fait. Les exercices de 1 million, 2 millions, on a déjà fait. On a fait les preuves. Les gens, ils font les produits, vous les voyez. Il faut mettre l'argent pour les développer. L'entrepreneur à 0 francs ne veut pas en fait dire de commencer avec 0 ressources ou 0 investissement. C'est pour encourager quelqu'un, d'accord, à ne pas attendre forcément l'investissement bancaire pour commencer. C'est tout. Par exemple, tu veux faire un car washing et tu budgétises la chose. Voilà. Ça te coûte 5 millions pour tout acheter le matériel commencer. L'entrepreneur à 0 francs vous dit que quoi? Comme tu veux faire le car washing, c'est que tu as les capacités de laver une voiture très bien. Regarde dans ton quartier, choisis 10 maisons. Propose de faire ça. Quand tu vas, tu utilises leur eau, leur brosse, leur savon. Tout, tu utilises ça chez eux. Tu laves et on te paye ton service. Ça, c'est pour être malin. C'est pour dire tu peux démarrer autrement. N'attends pas la banque. Parce qu'on sait que ceux qui attendent l'argent de la microfinance finissent par ne rien faire. Et ça, on s'adresse aux gens qui débutent. Mais quand on a les entrepreneurs émérites en face de nous qui ont déjà fait un parcours, 2 ans, 3 ans, tenus dans l'adversité du marché, tenus, fait des preuves, évoluer, là c'est du financement qu'il faut. Et donc pour pouvoir aider la femme à porter davantage son rôle d'économiste de la famille, d'éducatrice, de protectrice, il faut mettre de l'argent dans des projets. C'est tout. Parce que à faire aussi de l'entrepreneuriat à partir de 0 francs, ça prend du temps inutilement, ça épuise, on ne gagne rien. Et après, ça ne profite à personne parce qu'il faut faire de la macroéconomie, il faut arrêter de faire des micro-projets pour qu'il y ait plus d'incidence sur la société. Si l'objectif n'est pas de faire de l'incidence économique sur la société, je suis d'accord qu'on va rester simpliste. Mais l'entrepreneur à 0 francs, c'est pour des gens en fait, qui ne s'en sortent pas, qui n'ont rien du tout. On dit, tu peux commencer par quelque part le temps de grandir. Mais ça ne crée pas de la richesse. Ça sauve juste quelqu'un qui gagne un revenu. Ce jeune-là, s'il va nettoyer 1-2 voitures, c'est pour qui? C'est pour sa poche. Le temps de manger, le temps peut-être d'économiser pour faire un prêt. C'est tout. Il ne peut sauver personne, il ne peut employer personne. Maintenant, c'est quand il arrive à avoir un peu d'argent, qu'il maîtrise son savoir, il le développe. Après, le challenge, c'est de trouver des clients.
c'est de trouver des clients, c'est de s'exporter, c'est de pouvoir faire un bon service, c'est de pouvoir battre la concurrence. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, Hospice, une femme qui a un projet porteur et qui vient à votre cabinet pour se faire accompagner, par exemple, est-ce que vous serez en mesure de l'aider dans la recherche de financement? Alors, moi, personnellement, je ne fais pas du financement. Moi, je Non, suis... pas Mhm. financer, mais l'aider dans la recherche de financement parce que le projet est porteur. Oui, c'est ce que je dis. Nous, notre cabinet est spécialisé dans le développement Dans commercial. l'accompagnement des gens. Vous avez votre financement, vous avez votre produit, votre projet, et puis nous, on s'occupe de le rentabiliser pour vous. D'accord. Avant, dans la recherche de financement, il y a d'autres personnes qui le font, à savoir des incubateurs, des cabinets vraiment de comptables qui regardent votre business plan et puis qui essaient Bon, c'est un positionnement parce qu'on ne peut pas aussi faire toute la chaîne. D'accord? Vous avez des moyens, vous voulez garantir que cet argent-là, ça va porter, vous venez chez moi. Mais je ne peux pas vous aider à trouver de l'argent. Sinon, là, vous allez voir quelqu'un qui va vous écrire un business plan, etc. Moi, vous avez déjà... Parce que moi, en général, je n'ai pas besoin de... Voilà. Quand vous démarrez, je n'ai pas besoin d'un business plan. Quand vous démarrez, je n'ai pas besoin d'un business plan. C'est un budget qu'on fait. C'est une prévision. On s'essaye. Parce que l'entrepreneuriat, réellement, c'est d'abord de pouvoir vendre. Rendre possible ton produit. Être ton premier client. Moi, je dis que le client précède le business plan. Parce que dans le business plan, pour tous ceux qui l'ont fait, je parle sous le contrôle de l'expert que je suis. Quand vous faites un business plan, vous ne l'exécuterez jamais. C'est pour bluffer la banque, en fait. C'est pour donner des chiffres cohérents. D'accord? Parce qu'en réalité, quand on démarre un projet, c'est trop risqué. Il faut d'abord le faire 1 an, 2 ans pour avoir des chiffres. Et le business plan permet de s'appuyer sur les premiers chiffres pour faire de la prévision. C'est par rapport à ça que vous demandez de l'argent et vous montrez que par rapport à votre premier exercice, vous avez la capacité de le rembourser. Si vous augmentez tant, vous pouvez produire tant. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, quand quand tu pars de zéro, que tu n'as pas encore d'exercice, et qu'on te demande de faire des prévisions financières, c'est théorique, c'est tout, sauf pratique, sauf crédible. Ah, mais le banquier, c'est ce qu'il veut. Donc, tu vas mettre un comptable dessus, ils vont t'aider, tu vas faire des recherches, tu mets, tu vois. Mais montrez-moi un seul business plan qui a tenu, vous n'en trouverez pas. Donc, nous, mais tous les jours, ta maman, quand elle a fait, jusqu'à elle est devenue Nana, elle n'a jamais fait de business plan. Mais aujourd'hui, quand en entrepreneuriat, on te parle toujours de business plan, tu vas vers quelqu'un te dit quel est ton business plan. Moi, je pense que le moins sorti, c'est bluffer. C'est tout. Sinon, en réalité, ça... Le business plan, effectivement, c'est un document qui oriente. Mais tu n'as pas besoin forcément d'avoir un business plan pour avoir une bonne orientation de ton projet. Tu peux rédiger un bon plan. C'est suffisant. Tu fais un bon plan, un bon budget. Sache ton client et crée ton produit, va le vendre. La première expertise à avoir dans un projet en départ, ce n'est pas les talents de business plan, mais c'est les talents de vente. Trouve ton client, va lui vendre, fais une solution porteuse. C'est ce que vous faites. C'est ce qu'on fait en fait. Donc nous, on est beaucoup plus dans là où on gagne l'argent. Je ne vais pas trop de blablabla. Alors, Hospice, on est presque arrivé à la fin de cet entretien-là qui a duré une quarantaine de minutes, voire même presque 1 heure. Hein. Et ce fut un réel plaisir d'être tout le temps avec nous dès qu'on a besoin de toi, de ton expertise surtout. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve samedi prochain, toujours avec